Après ce petit interlude, je vous remercie vraiment de nous accueillir et je remercie Olivier et Laurent de nous inviter. C'est toujours un vrai plaisir de participer à des meet-up. Euh, Personnellement, parce que je trouve que c'est des moments où justement on n'est pas là pour vendre un produit ou un projet, mais plutôt partager des sujets qui nous intéressent et qui, pour beaucoup d'entre nous, je pense autour de la table, nous passionnent. Donc moi aujourd'hui je représente Stardust. Je suis le directeur marketing de l'entreprise. Pour mon parcours rapide, auparavant je travaillais en agence. J'étais le patron d'une agence de développement web. Et avant ça, j'étais responsable marketing chez Bouygues Télécom, où j'étais au développement des offres. Et j'ai la chance ce soir d'être accompagné de Jérémy. C'était pas prévu, mais il m'a fait ce petit cadeau-là. Il m'a dit je suis dispo. Donc il me rejoint ce soir. Donc je te laisse te présenter. Bonjour à tous, moi je suis responsable des projets à l'international chez Stardust. Et pour mon background, j'ai travaillé pendant 10 ans sur le monde du software et du test pour principalement de grandes sociétés de services qui sont connues de tous, je pense. Voilà, et donc j'ai intégré Stardust assez récemment, mais avec un grand plaisir parce qu'il y a beaucoup de projets et surtout nous avons une passion chez Stardust, c'est le test, et on va vous en parler aujourd'hui. Yep. Alors, de quoi on va parler ce soir? Moi, c'est une stat que je trouve assez intéressante, 70%. 70%, c'est le pourcentage des business online qui échouent à cause d'une mauvaise expérience utilisateur. Oui? C'est la première fois que j'entends parler de Stardust. Oui, je vais vous le présenter, vous inquiétez pas, ça va venir. Plus concrètement, les soldes d'un vendeur de chaussures, c'est un petit cas concret pour vous montrer que finalement l'expérience utilisateur, ça peut être hyper important. Ça c'est un vrai cas, 190 000 visiteurs en 1 heure chez un vendeur de chaussures. Visite mobile c'est 69%, soit 131 000 visiteurs. Le taux de conversion 2%, le panier moyen 91 €. Il y a eu un bug détecté qui a impacté 30% des visiteurs sur 1 heure. L'entreprise a perdu 71 000 €. Alors que ce bug-là, il a été résolu en 1 heure, sans compter le coût d'acquisition et l'impact sur l'image de marque. Ça, c'est pour vous donner un premier input de ce qu'est le test et l'impact du test dans le monde du développement et particulièrement mobile. Alors ce soir, on va vous parler des 10 bonnes pratiques pour des applications sans bug. Et plus concrètement, c'est comment arrêter de perdre des clients sans même s'en rendre compte. Et ça, c'est le métier de Stardust. C'est de vous aider à faire une première bonne impression. Mais concrètement, viser le zéro bug, c'est juste impossible en fait. Il est impossible de tout tester. Donc l'idée, c'est de bien cibler ce qu'on va tester et c'est l'accompagnement de Stardust. Alors Stardust, qui on est? Stardust, c'est une entreprise dont le métier, c'est de chasser les bugs. Et on fournit ainsi une assurance qualité à nos clients. Aujourd'hui, Stardust, c'est des gens, mais aussi du coup des terminaux. On a plus de 2000 terminaux qui composent notre flotte et qui nous permettent de conduire nos tests. Notre équipe, ce sont des testeurs, des analystes, des chefs de projet qui vont conduire les projets de test, les campagnes de test de nos clients. Et à ce titre, on est certifié ISTQB. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. C'est une norme, une certification dans le monde du test. C'est vachement bien. Nos bureaux, on est physiquement implantés à Marseille, historiquement. C'est de là d'où on vient. On a également un bureau à Paris, à Lille et à Montréal. Pourquoi Montréal? Parce que là-bas, ils ont la poutine et c'est super bon. On a eu l'opportunité en fait de développer un bureau là-bas suite à un mouvement d'un associé. Et du coup, on a répliqué le même modèle à Montréal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, on est également présent dans plus de 25 pays, puisqu'on a agrégé une communauté de testeurs professionnels, ce qu'on appelle le crowd testing. Et c'est notamment une des spécialités de Jérémy. Ça nous permet de tester les projets de développement d'app dans plusieurs pays. Et ça, c'est intéressant sur la partie internationale, sur la partie linguistique, culture, réseau, etc. Donc voilà qui nous sommes, Stardust, rapidement. Maintenant, je le passe rapidement
Si vous avez des questions sur l'entreprise, ce sera plutôt sur la partie apéro parce que c'est quand même plus sympa de se présenter les entreprises autour d'un petit apéro, si ça vous va. C'est bon pour vous? Il y a combien de personnes qui travaillent? On est une centaine aujourd'hui, une centaine de collaborateurs. En France, on est 80, je crois. En France, on est 60, ouais, entre 60 et 70 personnes. Ouais. On est entre 60 et 70 personnes. Alors pourquoi on hésite? C'est un peu pour faire un peu le frimeur, mais c'est que c'est une entreprise qui grossit énormément en fait, hyper rapidement. Moi j'ai intégré Stardust il y a 2 mois, toi il y a un peu plus longtemps, et en fait il y a des vagues de recrutement qui sont vraiment importantes. Enfin, moi je sais qu'en 2 mois j'ai déjà vu rentrer plus de 10 têtes quoi. Donc c'est assez cool, et aujourd'hui on est voilà, grosso modo dans le monde une centaine de personnes. Voilà. Donc en synthèse, on chasse les bugs, on est une centaine de personnes et on chasse les bugs à la fois sur les applis mobiles, mais également sur des sites, sur des logiciels. Mais aujourd'hui, on se concentrera sur le développement mobile. Alors pourquoi organiser un test d'abord? Donc les questions préalables à se poser, c'est est-ce que vous-même, vous avez le temps de traquer les bugs? Est-ce que vous avez les ressources humaines pour chasser les bugs? Est-ce que vous avez les ressources matérielles? Est-ce que vous avez la méthodologie de track et de correction adaptée à ce type de projet? Et tout simplement, et c'est souvent le premier problème, est-ce que vous n'êtes pas trop impliqué dans le projet? Est-ce que vous n'êtes pas trop subjectif? Et on va voir ce qu'on met derrière la notion de bug, évidemment, tout au long de cette soirée. Alors, le premier bénéfice d'organiser un test, c'est que vous allez évidemment contrôler, vous allez pouvoir vraiment contrôler la qualité de votre projet numérique. Vous allez évidemment maîtriser les risques liés au développement. Vous allez pouvoir détecter les bugs quelle que soit la plateforme pour pouvoir les corriger, et ça on va rentrer dans le détail par la suite, notamment sur pourquoi les bugs existent. Et vous allez pouvoir avoir mieux appréhender les limites même de vos projets que vous n'auriez pas forcément anticipé ou imaginé. Et enfin, vous allez pouvoir réduire les risques au lancement, et ça on verra notamment que le taux de churn dans le monde des applications mobiles est extrêmement important. Donc le churn, c'est les utilisateurs qui se cassent en disant que votre projet c'était de la merde. Donc dans le monde du développement mobile, c'est extrêmement important. Et enfin, assurer en bout de ligne que vous avez une expérience optimale pour vos utilisateurs. Alors, des bugs. Ah, pourquoi? D'où ça vient? Alors, premièrement, c'est qu'on est dans un environnement technique qui est fragmenté. Aujourd'hui, on a plus de 1500 caractéristiques par terminal, par téléphone mobile, et on a évidemment plusieurs OS qui en sortent et qui sortent très fréquemment, et qui parfois sortent et qui sont un peu buggés. Suivez mon regard, Oreo. Dans un environnement technique évolutif en permanence, des devices qui sortent, des OS, des navigateurs, et même les habitudes des utilisateurs eux-mêmes varient énormément. Donc on mélange tout ça, et du coup on a un environnement instable en permanence. Alors, je me suis amusé à vous mettre des petits exemples de bugs. C'est des vrais cas, prenez pas de photos, on est sous NDA, je plaisante. Là, c'est pendant la phase d'inscription, au choix du magasin, on a un message d'erreur qui empêche la finalisation de l'inscription. Moi, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on est quand même sur une enseigne qui est importante, qui ont travaillé avec des agences et des développeurs qui sont extrêmement bons. Et pourtant, nous, on arrive en fin de projet, hein. On a différentes méthodologies, mais là, en l'occurrence, on était en méthodologie en V, on arrive en fin de projet, et bien à la phase d'inscription, ça bug. Donc c'est un peu con. On a d'autres types de bugs. Alors ici, c'est l'utilisateur veut faire des réglages via l'option montre connectée, donc sur une application bancaire. Ça, c'est génial. Un nouveau device qui sort, une montre connectée. Il faut absolument qu'on porte l'application sur la montre connectée. Oui, mais on ne les avait pas imaginés ou anticipés, ces bugs-là. Et là, typiquement, on laisse un champ vide, parce qu'on a envie de le laisser vide, hein, on a le droit. Bam. Dommage.
Et donc on redémarre l'appli. Et là, on se dit, si on ne l'avait pas forcément testé en méthode exploratoire sur différents terminaux, etc., on ne l'aurait pas forcément vu et on aurait perdu des clients. Et dans le monde bancaire, le churn dans le monde bancaire, lui aussi, est assez rapide. Surtout des utilisateurs de montres connectées, c'est ah, ça marche pas, je vais ailleurs. Ou pire encore, j'en parle sur Twitter ou j'en parle sur LinkedIn, etc., etc. Et là, on est sur de l'image de marque. Je l'ai vu dans votre regard. Ça, c'est des bugs que moi j'aime bien parce qu'ils ne sont pas forcément visibles ou ils ne sont pas forcément ultra graphiques, mais ils sont ultra importants parce que là, c'est clairement de la perte de chiffre d'affaires net. Là, typiquement, on est sur de l'incohérence entre le nombre de produits au panier, 5, et dans la liste, 4. Qu'est-ce qui se passe ici? Jamais j'appuie sur « voulez-vous payer ?» Peut-être pas, non. Et ici, on a un affichage incompréhensible sur un iPhone 5S, où là, c'est juste what the fuck, quoi. Et là encore, ça va diminuer le taux de conversion. Donc, mais un taux de conversion qui diminue, c'est peut-être un détail. Mais en réalité, ça a un impact sur le chiffre d'affaires qui est extrêmement important et immédiat. Donc voilà, ça c'est des petits exemples de bugs. Donc les bugs les plus courants en réalité dans le monde de l'app mobile, de ce qu'on a pu en voir nous, c'est sur les phases d'identification. Par exemple, ça ne va pas passer l'étape d'ID dans le tunnel d'achat. C'est au niveau de l'achat, l'impossibilité d'ajouter au panier, ou l'absence de prix sur la fiche produit, ou une image qui a sauté. La recherche, le bouton qui ne trouve pas la requête. Le formulaire classique, impossibilité de valider une adresse dans ce formulaire de login. La cohérence entre le produit et le prix, ça on l'a vu. La non prise en compte des remises. L'absence d'informations légales, et l'impossibilité de saisir des coordonnées bancaires. Et ça, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas grave en soi. L'appli, elle tourne, elle crache pas. Mais c'est les taux de conversion et l'image de marque qui peuvent en prendre un coup. Et sinon, plus globalement, ce qu'on a pu constater, c'est ces trois grands problématiques, c'est le freeze, le crash et la lenteur. Alors, c'est quoi la conséquence? C'est des clients pas contents. La première chose, c'est l'abandon de panier. Donc vous perdez du chiffre d'affaires sans vous en rendre compte quand il est déjà trop tard. Et ça, l'abandon de panier, ça peut être vrai sur des applications de vente, mais ça peut être vrai aussi sur du jeu mobile où on a de l'achat intégré. Si ça ne fonctionne pas, c'est bien dommage et mieux vaut le savoir. Évidemment, c'est sur l'impact aussi qui est important, c'est sur la réputation. Réputation sur les stores, comme la réputation en dehors des stores via des différents réseaux sociaux ou prises de parole. Et là, vous savez comment fonctionne le web ou le digital. Vous avez des haters qui commencent à vraiment commenter « c'est nul, c'est nul, c'est nul !» Et là, c'est un peu trop tard. On a une perte de clientèle. Je vous parlais du churn tout à l'heure. Le churn, c'est vos clients qui s'en vont de chez vous. En bon français, on appelle ça l'attrition. C'est ultra rapide sur le mobile. C'est 26% des apps qui sont abandonnées à la première utilisation, globalement, quand tout se passe bien. Et c'est 58% des utilisateurs qui partent au bout de 30 jours, globalement, quand tout se passe bien. Et l'image de marque, là c'est plus durable. L'image de marque, une fois qu'elle est atteinte, ça fait mal, ça fait très mal, parce que ça coûte cher d'en construire une, et c'est très facile d'en détruire une. Alors grosso modo, vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est pour ça qu'on existe et que des boîtes comme Stardust existent. Et donc vaut mieux prévenir que guérir. Et à ce titre-là, Jérémy a 10 bons points à vous donner pour organiser vos développements. Je prends la parole du coup. Ouais. Effectivement, nous avons plusieurs bonnes pratiques. Donc, en fait, des bonnes pratiques, il y en a à foison, mais on va s'en limiter à 10 pour l'instant, parce que sinon on va y passer la nuit. Les bonnes pratiques, c'est surtout sur la partie mise en place d'une stratégie de test. Donc, pour toutes les raisons que Reynald a expliquées, il devient important de mettre en place une stratégie. Donc, en fait, sur la stratégie de test,
même sur la mise en place des tests dans son ensemble pour un projet, il y a des pratiques à respecter qui permettent de conduire à bien l'étape de test qui va garantir en fait la qualité de votre application, de votre site web, et garantir du coup le taux de conversion ou l'appropriation des utilisateurs de votre application. Donc la première bonne pratique, c'est d'identifier les risques du produit. Donc il faut identifier pour chaque fonctionnalité la criticité. Ça permettra en fait de cibler justement les tests et l'effort de test qui sera à déployer sur votre application ou le site internet. Donc là, il y a quelques exemples qui ont été mis. Le tunnel d'achat, donc ça c'est sur les sites e-commerce. Le tunnel d'achat, les pages produits, les pages de livraison, les remboursements. Sur les applications mobiles, il y a les mêmes fonctionnalités clés. Il faut juste les cibler et définir une criticité pour ensuite organiser l'effort de test à produire. La deuxième bonne pratique, c'est penser UX, donc User Experience. En fait, souvent on développe en termes d'utilité, de fonctionnalité, mais on pense parfois, on met de côté la partie ergonomique, et pourtant c'est un critère très important. Parce qu'il faut toujours se poser ces questions. Le bénéfice produit va-t-il satisfaire un utilisateur? En termes d'ergonomie design, est-ce que mon app est fonctionnelle et agréable à utiliser? Peut-on consulter mon app partout et tout le temps? L'omnicanalité, donc en fait ça c'est de se poser la question, est-ce que ergonomiquement mon application ou mon site va être joli sur tous les types de canaux possibles? Parce qu'on sait aujourd'hui sur la partie mobile, il y a donc différentes résolutions, différents terminaux, etc. et les présentations sont diverses et variées. Et enfin, l'utilisateur aura-t-il le sentiment d'avoir une expérience personnalisée? Parce que finalement, aujourd'hui, dans un monde où tout est possible, avec le web, où on a beaucoup de pluralité d'applications, etc., de plus en plus d'utilisateurs recherchent une expérience et une application ou un site qui les comprenne et qui leur simplifie leur achat ou leur utilisation de l'application. Donc voilà les différentes questions sur la partie UX. Troisième bonne pratique, définir les terminaux cibles. Donc il faut savoir, il faut bien être conscient qu'en fait, lorsqu'on va déployer une application ou un site, il y a plusieurs critères qui vont rentrer en jeu, et notamment des exigences techniques, les données du marché et la fragmentation. Donc en fait, ce qu'on entend par là, c'est que les utilisateurs finaux, ils auront certains types de terminaux. Il faut essayer de déterminer quel type de terminaux va être le plus représentatif de notre panel utilisateur moyen. Donc ça peut se baser sur des données de marché, donc les statistiques de trafic, etc. Des fois, s'il y en a qui sont sur Google Analytics, il y a Google Analytics permet de sortir des statistiques qui vous donnent les types de terminaux qui sont consultés. Et donc de là, on peut en déduire des exigences techniques, version d'OS, résolution, ressources matérielles, etc. Et la fragmentation étant en fait tous les éléments cassants à prendre en compte. Donc c'est là qu'on va définir les breaking points, etc. Quatrième bonne pratique, les spécificités du produit en soi. Donc le produit, voilà, j'ai un produit à faire, je veux le balancer sur les mobiles, quel type de mobile, quel type d'OS, quel navigateur, donc du coup, est-ce que je fais que du Chrome, est-ce que je me base que sur Safari, sur Firefox, les comportements à l'usage, c'est-à-dire en fait la manière d'utiliser le tactile, le portrait paysage, ça on oublie souvent de tester le portrait paysage, donc il faut bien, les qualités de connexion, le Wi-Fi versus 3G, 4G, et aussi une partie importante, c'est sur la partie mobile, parce qu'en général, lorsqu'on développe, on teste par rapport à la fonctionnalité de son application, sauf que dans un environnement lambda, un utilisateur, il va utiliser votre application, votre site internet, mais derrière, il va recevoir des appels, il va peut-être lancer un petit Google Maps ou peu importe. Voilà, enfin, il y a plusieurs applications qui vont entrer en interaction sur son mobile, et ce sont des facteurs cassants. Donc il faut bien les identifier. Ensuite, les bonnes ressources pour traquer les bugs. Donc ce qui est très important, et nous c'est notre spécialité, c'est d'avoir en fait des personnes dédiées dans le test. Pourquoi? Parce que, alors, souvent on recommande effectivement que les développeurs du projet interviennent sur la première phase. Évidemment, il est primordial pour un développeur de faire ses tests unitaires. Mais après, c'est vrai qu'il est surtout très intéressant d'avoir un testeur indépendant, donc des partenaires externes, au projet, parce qu'en fait ils vont apporter l'objectivité, la neutralité et du gain de temps. Gain de temps
Et gain de temps parce que en fait, ce sont des experts, ils sont rodés à ça, donc ce sont des machines à tester, des chasseurs de bugs, c'est comme ça qu'on s'appelle, enfin c'est comme ça qu'on aime s'appeler. Et donc on a vraiment ce réflexe de trouver les bugs. L'objectivité et la neutralité, c'est très important parce qu'en fait, ça rentre parfois en ligne de compte. Lorsqu'on est sur sa propre application, on a parfois des tendances à la subjectivité et ça peut être dangereux parce que du coup, on va laisser passer des bugs qui peuvent avoir un impact, comme on l'a dit, sur le taux de conversion, etc. Et aussi, il y a un autre point sur lequel on est assez fort nous aussi, c'est la ressource matérielle. On n'a pas forcément les 2000 devices pour tester sur tous les types de configurations possibles. Et donc, en général, il peut être intéressant de faire appel à un partenaire externe. Dans tous les cas, si vous faites aussi des tests chez vous, il faut toujours penser à ces critères-là. On n'a pas forcément tous les iPhones, les Android, etc. Donc ça peut être intéressant d'externaliser pour ces raisons-là. Bonne pratique, penser test et stratégie test. Donc effectivement, le test, c'est quelque chose qui se prévoit, qui se planifie, comme n'importe quel projet d'ailleurs, c'est une phase de projet. Donc du coup, il faut toujours penser aux problématiques donc, comment je vais intégrer la phase à mon projet, quel temps je vais y consacrer, sachant que il faut consacrer du temps sur le test. Il arrive parfois qu'on estime le temps de test au même niveau que le temps de développement. Et il faut définir des objectifs et il faut le cadrer avec un plan. Donc la fameuse méthode QQOQCP pour ceux qui connaissent, qu'on a résumé en 4 points, le quoi, le quand, le comment et le qui. Donc quelle fonctionnalité du produit, quand, en fonction si on est en agile ou en V, si on va faire des sprints ou on va faire une phase du AT classique, comment, donc type d'approche qu'on va voir juste après, et le qui en interne ou en externe. Pour les approches, donc ça c'est la 7e bonne pratique, choisir une approche. Donc on a plusieurs approches possibles. Chez Stardust on les pratique toutes. C'est les tests automatisés ou tests manuels. Et si test manuel, est-ce qu'on scénarise ou est-ce qu'on fait de l'exploration? Donc là si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas, je pourrais expliciter voilà, tout à l'heure. 8e bonne pratique, analyser les bugs. Donc on rentre sur la phase de test. Il faut savoir qu'un bug en fait c'est pas rien parce que en fait ça a un direct impact sur le temps de développement aussi. Donc il faut évidemment extrêmement bien documenter les bugs. Donc il y a tout un ensemble de critères à définir qui permettent d'accélérer le temps de réalisation des correctifs, qui est la 2e phase. Et ensuite, les correctifs, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant parce qu'en fait, on peut corriger et penser, même voire tester soi-même et penser que c'est corrigé, mais en fait, on n'a peut-être pas toutes les ressources matérielles ou toutes les caractéristiques qui peuvent casser le correctif qui a été réalisé. Donc, il est important de réaliser une autre session de retest. Et à partir de là, on pourra capitaliser sur les bugs pour définir des boucles, d'automatiser des choses déjà faites et essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs pour les futures évolutions. La 9e, c'est évidemment écouter les utilisateurs. Donc on a fait des bugs, on a déployé l'application, les utilisateurs, ils ont des retours évidemment, donc il faut toujours penser UX comme on l'avait dit tout à l'heure, déjà en amont et puis ensuite post-projet, il y a toujours une pensée à avoir pour les utilisateurs. Il faut être à l'écoute de leurs remarques et toujours agir dans leur sens parce que finalement ce sont eux les utilisateurs finaux, ce sont eux qui vont vous apporter un nombre d'utilisateurs qui va avoir un impact direct sur votre chiffre d'affaires ou qui vont définir les taux de conversion et donc le chiffre d'affaires au final. 10e bonne pratique, c'est suivre l'évolution de l'environnement parce que en fait, on pense qu'une fois que c'est fait, c'est gagné, mais le problème c'est qu'on est sur la partie mobile, on est sur un environnement fluctuant et donc du coup, il y a toujours des changements et toujours de nouvelles caractéristiques cassantes qui débarquent qu'on n'avait pas pensé ou qui n'étaient pas imaginées auparavant et qui arrivent. Donc du coup, c'est un cycle sans fin de développement, test, développement, test, développement, test, mais c'est super parce que du coup, ça donne du travail à tout le monde. Voilà, donc ça c'était les 10 bonnes pratiques pour la mise en place du test et le pourquoi du test et les gains du test. Alors on a bien cité de la mode. Merci. On se souvient de la qualité bien plus longtemps que du prix. C'est ce que disent nos commerciaux à tous nos prospects.
Mais c'est ce que vous pourriez dire à vos propres clients. Moi, j'ai en mémoire une entreprise qui a développé un plugin qui s'appelle WP Rocket, pardon, dans le monde WordPress. Je ne sais pas si ça vous parle. Et eux, donc c'est un accélérateur de cache. Font plutôt de la mise en cache pour accélérer le site. Et eux ont fait le pari de ne pas être vraiment dans le monde du freemium, mais plutôt de le faire payer et bien payer. Parce qu'ils estiment que tout ce qui a de la valeur a un prix. C'est exactement la même chose pour votre projet. Si vous estimez que votre application mobile, vous y consacrez énormément de temps, énormément de ressources, de l'argent éventuellement, elle aura un business model qui doit être atteint, mais pour ça, il faut qu'elle fonctionne partout, tout le temps, parfaitement. C'est difficile, mais du coup, ça implique aussi un investissement dans le test, externalisé si vous le souhaitez, en interne de toute façon. Donc ça, c'est le message qu'on voulait vous faire passer ce soir. Et pour conclure cette session qui normalement est dans les 25 minutes, plus ou moins, je vous invite à continuer à nous découvrir au travers de notre site internet ou en me checkant sur LinkedIn si vous le souhaitez. On a différents livres blancs qu'on publie, des infographies, enfin ce genre de ressources qui sont gratuites. Et j'en parlais tout à l'heure en introduction, je parlais du crowd testing, qui est une autre façon de faire du test. Jérémy a parlé du test automatisé, du test manuel, exploratoire et scénarisé. Il y a également le crowd testing qui est de faire appel à une communauté, et ça c'est génial quand vous voulez tester l'international, tester la langue, tester les réseaux, tester les habitudes. Voilà. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur comment ça marche? Oui. Est-ce que par exemple c'est quelque chose que les gens peuvent faire par eux-mêmes ou en général c'est obligatoire de passer par une structure comme Stardust pour avoir accès à ce genre d'outils? Alors, à mon sens, vous ne pouvez pas le faire vous-même ou ça va être compliqué parce qu'il va falloir trouver vous-même des testeurs à l'étranger qualifiés, etc. Dans 99,9% des cas, les clients passent par des structures comme les nôtres. Et il n'y en a pas beaucoup dans le monde en réalité. Il y en a deux, et je ne la citerai pas ce soir. Et nous, la différence, en fait, c'est que ce sont des professionnels. Il y a certaines personnes qui vendent du crowd testing, mais en gros, c'est votre belle-mère qui utilise son téléphone et qui dit « ça marche pas !» Mais bon, la remontée est moins professionnelle. Nous, on a fait le choix de faire appel à des testeurs pros, certifiés STQB. Et ça permet concrètement de couvrir plusieurs pays. Récemment, on a travaillé avec l'Australie, avec la Corée, avec le Japon. Et grosso modo, ça vous permet de bien vérifier que la traduction est bien comprise, est bien claire. Ça vous permet de vérifier in situ que votre appli tourne bien avec les réseaux locaux. Ça vous permet aussi de faire de l'UAT, User Acceptance Test, et de voir si l'UX que vous avez imaginé, l'ergonomie que vous avez imaginée ici en France, fonctionne bien au Japon. Et ça, il n'y a pas d'autre manière de le faire correctement qu'en passant par des locaux. Et idéalement par des locaux dont le métier, c'est le test. Et de vous faire des remontées qui sont qualifiées. Parce que sinon, vous allez perdre du temps à comprendre, ça ne marche pas, mais pourquoi, comment je peux répliquer le beans, etc. etc. Du coup, j'ai une question. Alors, à mon sens, vous ne pouvez pas le faire vous-même ou ça va être compliqué parce qu'il va falloir trouver vous-même des testeurs à l'étranger qualifiés, etc. Dans 99,9% des cas, les clients passent par des structures comme les nôtres. Et il n'y en a pas beaucoup dans le monde en réalité. Il y en a deux, et je ne la citerai pas ce soir. Et nous, la différence, en fait, c'est que ce sont des professionnels. Il y a certaines personnes qui vendent du crowd testing, mais en gros, c'est votre belle-mère qui utilise son téléphone et qui dit « ça marche pas !» Mais bon, la remontée est moins professionnelle. Nous, on a fait le choix de faire appel à des testeurs pros, certifiés STQB. Et ça permet concrètement de couvrir plusieurs pays. Récemment, on a travaillé avec l'Australie, avec la Corée, avec le Japon.
Et grosso modo, ça vous permet de bien vérifier que la traduction est bien comprise, est bien claire. Ça vous permet de vérifier in situ que votre appli tourne bien avec les réseaux locaux. Ça vous permet aussi de faire de l'UAT, User Acceptance Test, et de voir si l'UX que vous avez imaginé, l'ergonomie que vous avez imaginée ici en France, fonctionne bien au Japon. Et ça, il n'y a pas d'autre manière de le faire correctement qu'en passant par des locaux. Et idéalement par des locaux dont le métier, c'est le test. Et de vous faire des remontées qui sont qualifiées. Parce que sinon, vous allez perdre du temps à comprendre, ça ne marche pas, mais pourquoi, comment je peux répliquer le beans, etc. etc. Du coup, j'ai une question justement si la localisation c'est hyper important. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les utilisateurs, je sais pas, ici en France ou au Japon, ils ont pas la même utilisation d'une application, ils ont des habitudes qui sont différentes. Oui. Ça paraît fou quand même. Ah, clairement. Clairement. Non, mais il y a des mœurs culturelles de toute façon qui rentrent en jeu à un moment donné. Par exemple, on a fait une campagne en Corée récemment, et les Coréens, en fait, ils ont des systèmes de paiement que nous, on ne connaît même pas, quoi. On n'imagine même pas. Ils ont aussi, par exemple, les habitudes des Coréens. J'en parle parce que moi-même géré le projet en fait il y a peu. Mais par exemple, les habitudes des Coréens, ils sont très couponing et tout le système de fidélisation en fait. Donc si un site qui n'offre pas des coupons, il aura du mal à percer. Et la difficulté au-delà de ça, c'est que c'est pas un coupon style on va vous offrir des codes promo comme nous on peut retrouver chez la Redoute ou des trucs comme ça. Non, c'est un système, ils aiment bien le cumul de promotions. Et les promotions doivent être cumulées. Donc vous avez plusieurs sources, les journaux, le mobile. Vous avez une application qui est dédiée à la réception de codes promotion, etc. Sur le site lui-même, etc. Et en fait, ça engendre de la complexité sur le site à prendre en compte et à développer. Et donc du coup aussi des tests beaucoup plus poussés, parce que tester tous les coupons, franchement c'est complexe. Tous les types de coupons, etc. Se positionner comme un Coréen, etc. Donc nous on le fait aussi dans nos laboratoires en France, parce qu'en fait on fait du test scénarisé, donc on reçoit les spécifications et on teste les différents cas qui sont possibles. Mais ce qui est intéressant, c'est nous on va tester en fait de manière, on va essayer de faire des combinaisons, mais on fera peut-être pas la combinaison que eux ils ont l'habitude de faire. Et donc du coup ils vont peut-être voir, en fait, ils vont peut-être réaliser des enchaînements qui vont conduire à des bugs qu'on ne peut pas voir parce que c'est propre à leurs mœurs, etc. Après aussi ce qu'ils disaient, c'est que souvent sur les localisations, là je pense au wording, il y a le wording, donc soit vous pouvez faire du Google Translate, je vous le déconseille complètement. C'est toujours intéressant, ça peut être une grande aide, mais si vous avez l'intention de cibler un pays, il vaut mieux avoir des locaux. Aussi, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a certaines sociétés qui sont spécialisées dans la localisation, c'est-à-dire dans la transcription, dans la traduction de textes pour des pays, sauf que parfois ils n'utilisent pas des natifs aussi. Ils utilisent des gens qui savent parler et qu'ils ont appris à l'école, mais qui ne sont pas natifs. Et pourtant, il y a des dialectes qui peuvent avoir une conséquence sur l'achat directement. C'est-à-dire ça peut être répulsant pour un utilisateur de voir un certain terme. Et ça, on l'a vu sur la campagne coréenne, par exemple. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que le test, il n'est pas forcément uniquement technique. Il peut être vraiment ergonomique et même sur le projet lui-même. Et nous, ça nous est arrivé pour certains de nos clients de réorienter l'ergonomie ou le storytelling pour certains pays en tout cas. En général, la France, c'est quand même bordé, quoi. Il y avait une question, je crois. Non ? On a une question. Pour compléter, parce que je pense que c'était peut-être en plus sur l'utilisation, est-ce qu'il y a vraiment des pays où, je sais pas, alors 3 barres dans une case, c'est clair que ça ne veut pas dire que c'est un menu, donc je sais pas, sur Tinder, ils vont vouloir swiper vers le haut, voilà, des choses comme ça. Donc, alors, vraiment là, c'est pas juste la traduction, bon, la culture est différente, la moyen de paiement, et du coup, ça met des fonctionnalités différentes, mais vraiment l'utilisation. Ouais. C'est difficile de rentrer dans le détail, mais pour donner un exemple très précis, pour des pays dont l'alphabet n'est pas forcément le nôtre, par exemple une lecture de droite à gauche, arabe ou hébreu, etc., il y a toute l'ergonomie qui est complètement inversée. Donc ça, c'est l'exemple le plus bateau, mais moi je l'ai vu, typiquement, des entreprises qui disent je veux conquérir le marché
nord-africain ou israélien, etc. Je lance mon site internet là-bas. Ok, j'ai fait la traduction, mais j'ai pas retravaillé l'ergonomie, j'ai pas retravaillé tous mes visuels, j'ai pas retravaillé l'emplacement de mes call to action. Voilà, donc ça c'est un exemple hyper concret. Le code couleur, des fois, il y a des pays, ils sont attachés au code couleur, mais il y a des couleurs qui sont réservées pour certaines choses. Si vous l'utilisez, ça peut être mal vu. C'est comme l'histoire que quand vous voyagez dans un pays où, en fait, pour dire non, ils font comme ça, et pour dire oui, il faut comme ça, bah, c'est pareil. Le blanc au Japon, par exemple, c'est synonyme de deuil. Faut le savoir. Ok, merci. Tu as parlé tout à l'heure d'automatisation des tests. Oui. Est-ce que tu pourrais dire un peu les outils à la mode pour faire ça? Qu'est-ce que vous utilisez? Alors, il y a différents... alors, c'est un vaste sujet. Hein. Je vais essayer de le rendre synthétique. On a combien de temps? On a le temps de répondre à la question. Oui, 2 minutes, ok. Alors, ouais, c'est surtout ça. Non, je vais te répondre synthétiquement et après on reprend ensuite. Sur l'automatisation, tu as l'automatisation qui, on va dire, qui est post-prod et pré-prod. Donc, tu peux faire de l'automatisation pendant le projet, lorsqu'il n'est pas abouti. Et dans ce cas-là, tu as des testeurs qu'on appelle des DevOps qui vont travailler directement avec les développeurs. Donc, on est encore dans le cœur du sujet. Ensuite, tu as l'automatisation qui est après la production, soit après un sprint, soit après ton tunnel projet. Et dans ce cas-là, c'est c'est des scripts qui vont tourner dans un environnement qui est stable. Tu as un environnement qui n'est pas forcément stable et tu as un environnement qui est relativement stable. Dans les deux cas, les personnes sont différentes, les compétences sont différentes. On a des DevOps et on a des testeurs plus, on va dire. Et dans les deux cas, les outils, c'est grosso modo la même chose. Tu vas avoir un logiciel chef d'orchestre qui va cadencer tes scripts. On peut citer par exemple Jenkins. Je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, je suis pas le plus expert, mais en tout cas, je te livre ma connaissance, on creusera ensuite. Ensuite, tu vas développer tes scripts sur du langage interprété. Donc ça, c'est relativement classique. Et derrière, tu vas mettre en place des ressources hardware matérielles, donc des serveurs, que ce soit virtualisé ou pas. Et en général, tu vas discuter avec les serveurs de ton client. Et à côté de ça, tu vas également mettre en place un logiciel qui va permettre de faire de la remontée de bugs, donc un bug tracker. Donc nous, par exemple, on a des logiciels en interne qui font ça, mais ensuite, il y a d'autres types. Après, sur l'utilisation, sur l'ordonnancement de tes machines, il y a un logiciel qui est à la mode que je te propose de creuser, c'est Docker de mémoire. Ça, c'est quelque chose qui a plutôt bonne presse. En fait, si je peux faire un commentaire sur mon travail dans le domaine. Il y a effectivement les outils open source et les outils payants. Dans les outils open source, vous connaissez tous Selenium qui est orienté pour du web, et il y a un add-on qui s'appelle Appium que tu vas rajouter, qui est assez utilisé aujourd'hui. Il y a Robotium, Appium. Sur Appium, tu peux monter des Dockers Android ou iOS, et ça s'intègre bien dans des process d'intégration. Exactement. Mais il y a des outils payants comme Ranorex qui font aussi bien du web que du mobile. Et tu vas retrouver après tous les offreurs qui essayent d'aller sur du mobile. Même HP va sortir ont déjà des solutions, Mobile Center, et ils sortent une nouvelle gamme de produits en septembre. Mais en open source, aujourd'hui, je pense que c'est Appium qui est le plus utilisé. Moi, j'ai arrêté la conversation là-dessus pour reprendre après, parce que c'est effectivement un sujet assez énorme. Une dernière question. Termine. Non. C'est aucune question, je la pose. Vous avez dit que vous avez un certificat au début, et en même temps vous avez dit qu'il y a deux entreprises importantes sur le marché. Dans le crowd. Dans le crowd. Non. Ça, c'est deux sujets. Nous, en fait, nos testeurs et même des fonctions support passent un certificat qui s'appelle ISTQB, qui est un certificat dans le monde du test. Et ensuite, il y a eu un autre sujet pendant la soirée qui était le crowd testing, où je disais qu'il y avait
deux entreprises, on va dire, qui proposaient le crowd testing, dont la nôtre. Stipuler, c'est une certification pour les personnes, pas pour les entreprises. Pour les personnes, oui. Il y a différents niveaux. Comme Google permet d'être certifié, ce genre de choses. Ouais, parfait. Moi, je voulais vous remercier. J'ai passé un vrai bon moment avec vous. C'est toujours cool de faire des meet-up. Voilà. Merci beaucoup. C'est une action intéressée sur le test logiciel. Il va y avoir une soirée du test logiciel à Sofia. On organise avec Telecom Valley. C'est le 7, c'est ça? Le 5 octobre, normalement, ça doit être un demi. On peut faire passer les communiqués de presse souvent. C'est bien un meet-up